Bonjour à tous. Je vous demanderai de bien vouloir m'excuser. J'ai ici des feuilles en papier que je vais lire. J'ai préparé mon script. Le script, avoir préparé mon script, ça permet de produire des sous-titres de qualité à destination des personnes malentendantes. Présente vidéo que vous allez voir, parmi mes motivations, il y a la motivation de préserver la sécurité des étudiants. Or, les étudiants malentendants ont autant le droit d'être protégés, notamment des erreurs du passé, que les autres. Il y a environ un an, enfin quand j'ai écrit ça, j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois au moins, donc c'était peut-être plutôt 1 an et demi, 2 ans. Il y a environ 1 an et demi, j'ai fait une vidéo à l'emporte-pièce, de 3 minutes environ de durée, format portrait. Je donnais mon avis dans cette vidéo, et je précisais bien que j'étais en train de donner mon avis. J'ai bien précisé au moins 3 fois que c'était mon avis, mon opinion. Et j'annonçais dans cette vidéo qu'un jour je prendrais le temps de donner des exemples concrets qui appuieraient mon conseil de ne pas travailler avec le professeur Hervé Glotin. Alors, ce n'était pas prévu, mais il s'est passé des choses entre-temps, et je souhaiterais rajouter des motifs à la présente vidéo. J'ai l'impression que des personnes ont tenté de m'empêcher de produire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Certaines personnes, dont je vais vous parler plus tard dans la présente vidéo, j'ai l'impression qu'elles ont estimé que je n'avais pas à donner mon avis. Visiblement, le concept de démocratie n'est pas un concept compris par tout le monde, notamment quand il y a des enjeux au milieu du monde universitaire, des liens avec la recherche et des liens politiques. Parce que si vous faites la politique de l'autruche sur ce qui se passe dans votre entreprise, dans votre université, dans votre association, c'est un choix qui a un recoupement politique. Étant donné ceci, en plus de sauvegarder la mémoire, l'histoire de France, je souhaite faire valoir mon droit de réponse. Je ne veux pas que la vérité soit perdue sous prétexte que certains préfèrent faire semblant de ne pas savoir juste par intérêt carriériste. J'irais même jusqu'à dire, mesdames et messieurs, que j'estime qu'il en va de ma dignité d'être humain. Et du coup, dans la foulée, de ma dignité de citoyen. Alors je rappelle que je n'ai diffamé absolument personne, et je ne compte pas le faire du tout. J'ai été absolument irréprochable sur ce que j'ai dit dans le passé et sur ce que je vais dire maintenant à propos du professeur Hervé Glotin. J'ai été absolument irréprochable, indice en est que absolument personne n'a tenté une action en justice contre moi. Alors moi par contre, j'estime avoir été diffamé publiquement. Par exemple, sous ma vidéo précédente, qui dure environ 3 minutes, vous pourrez lire les commentaires suivants. Une certaine Cunégonde Glotin. Avant de critiquer, il faut savoir bosser. Fin de citation. Alors je pense que Cunégonde Glotin, c'est une personne liée par un lien de filiation assez simple à deviner avec le professeur Hervé Glotin. Je le pense en lien avec le fait que j'ai rencontré plusieurs membres de la famille très très proche d'Hervé Glotin pendant mon doctorat. J'ai changé le prénom de Cunégonde, vu que je pense que Cunégonde est un peu jeune. Je ne suis pas absolument sûr qu'elle soit majeure. Et même si elle est majeure, c'est pas parce que... Enfin, à 18 ans, on ne devient pas magiquement conscient de tout ce qu'on est en train de faire et de tout ce que ça pourrait entraîner derrière. Donc je prends la mesure préventive de sécurité de renommer Cunégonde, c'est pas le vrai prénom de son compte. Vous pourrez aller voir, vérifier par vous-même, si elle n'a pas supprimé son commentaire dans la vidéo précédente. Alors je me permets de préciser que j'ai choisi Cunégonde, non pas par volonté de choisir un prénom particulièrement laid. D'ailleurs, Cunégonde, c'est pas forcément laid. J'avais juste besoin d'un prénom dont je sois sûr et certain que ce ne soit pas le prénom d'une autre personne, membre de la famille du professeur Hervé Glotin, tout simplement. Alors, je vais quand même répondre à Cunégonde. Cunégonde, tu te permets de dire « il faut savoir bosser ». Alors, premièrement, j'ai jamais travaillé avec toi. Donc, pourquoi tu fais des commentaires sur il faut savoir bosser. Ça en dit long sur la sincérité de ton commentaire, que tu te permets d'écrire ça alors que tu n'as jamais travaillé avec moi. Deuxièmement, Cunégonde, quand on demande à un des administrateurs réseau d'une partie des serveurs informatiques de l'université d'installer une version d'un logiciel payant d'origine inconnue, potentiellement pirate,
ce n'est pas savoir bosser. Alors troisièmement, Cunégonde, je vais te donner une petite astuce pour savoir bosser, comme tu dis. Imagine que tu fais ta thèse sous la direction d'un professeur d'université. Imagine qu'il s'appelle Hubert Grange. Prénom Hubert, nom de famille Grange. Imagine que la femme d'Hubert Grange est aussi une scientifique. Appelons-la la docteure Philippine Girondine. Imagine que la docteure Philippine Girondine est aussi co-encadrante de ta thèse et que c'est une enseignante pour laquelle tu as beaucoup de respect, pédagogiquement parlant notamment. Eh bien, imagine maintenant que Hubert Grange te demande de venir à son domicile personnel, le samedi ou le dimanche, pour travailler. Déjà, Cunégonde, sache que ça, c'est pas trop savoir bosser. C'est pas un très bon indicatif de capacité d'organisation. Bon. Mais alors, en plus, imagine. Donc, en plus d'imaginer que le professeur Hubert Grange te demande de venir chez lui samedi ou dimanche, eh bien, et qu'en plus, il te précise que quand tu viendras, il faudra que tu mentes et que tu caches des trucs à la docteure Philippine Girondine. Ce qui revient à dire, imagine que ton directeur de thèse te demande de mentir à la face de ta co-encadrante, chez elle, à son domicile personnel. En plus, c'est une personne pour laquelle tu as beaucoup de respect. Je précise qu'en plus, pour comprendre, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un doctorat, il est fréquent que dans un doctorat, dans une thèse, le doctorant soit en pratique plus souvent aidé par le ou les co-encadrants que par le ou les directeurs de thèse. Et j'entends par là, du coup, le lien de reconnaissance, les affections, oui, l'affection par reconnaissance. Puisque finalement, des fois, c'est les co-encadrants qui font beaucoup plus de choses pour le thésard, qui sont beaucoup plus impliqués dans le thésard, avec le sentiment d'affection par réciprocité qui en est. Plus de choses pour le thésard que le directeur lui-même. Et bien donc ça, c'est pas trop savoir bosser non plus, Cunégonde. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais j'ai été juge en cour d'assises en 2022, et il me semble qu'il y a même un chapitre du code civil ou pénal, je ne sais pas, qui parle de ce genre de demande, dans le cadre de l'exercice professionnel. Puisque c'est ce dont il est question là quand même. Et Cunégonde, en réponse à ton commentaire diffamant, je vais, en guise de droite réponse, te raconter, ci-après, une petite anecdote à propos de Hervé Glottin. Anecdote qui n'a rien à voir avec la situation hypothétique que je viens d'évoquer. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de ne pas exclure totalement la possibilité que Cunégonde Glottin soit juste un troll, une personne qui cherche à se faire passer pour quelqu'un d'autre, déjà, qui usurpe l'identité, et qui en plus de ça cherche à mettre de l'huile sur le feu ou obtenir des informations par provocation, ou à faire taire. Parce que vous savez, en provoquant, vous pouvez pousser l'autre personne à faire une bêtise que vous pouvez retourner contre lui ensuite pour essayer de le faire censurer ou de le faire condamner. Et puis une fois que vous avez réussi à le faire condamner, ah ben voilà, vous voyez, c'est pas une personne fiable, n'écoutez pas. Alors quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous n'irez insulter personne, je vous le demande explicitement. Surtout, n'allez insulter personne, ne provoquez personne, notamment déjà parce que ça leur rendrait service, et vous ne me rendriez pas service. Si vous voulez m'aider ou me soutenir vraiment, mon mail est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, uniquement depuis un ordinateur. Je vous demande de n'aller insulter personne, je vous demande d'aller menacer personne, je vous demande de sauvegarder, de m'aider à sauvegarder plutôt ce pan de l'histoire de France et de le diffuser, et de le raconter et de le répéter. De manière à ce que les mauvaises choses ne se répètent pas, de manière à construire une société plus belle et plus juste pour les générations à venir. Alors, parmi les autres personnes qui ont essayé de me dissuader, j'ai l'impression, de faire la présente vidéo, il y a une certaine Clément Fontana, dont vous pourrez retrouver le commentaire dans la vidéo précédente. Allez la voir, je vous mets l'URL. Alors Clément Fontana nous dit « Est-ce que ce serait pas toi le problème par hasard ?» Ah non, mais lui, il est excellent, on a un champion. Fin de citation. Bon ben là, Clément Fontana, visiblement médecin en psychologie, fait des diagnostics médicaux par vidéo YouTube. Nous en profitons pour suggérer à Clément Fontana, vu ses capacités assez pratiques, d'ouvrir un business. Parce que franchement, s'il est capable de faire des diagnostics médicaux par vidéo YouTube, je pense qu'une très très belle carrière l'attend, il va se faire beaucoup d'argent. Alors vu que Clément Fontana a franchi la barrière de l'injure publique, je l'accuse présentement publiquement de recours au mensonge, de recours à l'humiliation
et de recours au harcèlement, ou en tout cas une certaine forme de participation, de complicité au harcèlement. L'anecdote que je m'apprête à donner plus bas me servira de droit de réponse à ce commentaire humiliant et diffamatoire de Clément Fontana. J'ai également été provoqué publiquement par un certain Azzedine Zidouni. Vous pourrez aller voir son commentaire, encore une fois, dans la vidéo précédente. Azzedine Zidouni, enfin, un compte qui prétend s'appeler comme ça, Azzedine Zidouni nous dit « Honteux de tenir des propos aussi injurieux. Le pire, c'est que vous n'avez aucun argument si ce n'est une haine personnelle. J'ai travaillé pendant ma thèse avec M. Glotin, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui aime son travail et qu'il est dévoué pour ses étudiants qui bossent. Un directeur de thèse, c'est quelqu'un qui va vous orienter et vous soutenir, pas celui qui va vous apprendre à tenir une cuillère ou à utiliser des outils informatiques. En lisant le résumé de votre thèse, je comprends la profondeur de vos travaux. Rien qu'à lire la première phrase. Cette thèse consiste en l'utilisation d'outils informatiques. Même un stagiaire ne va pas écrire ça. » Fin de citation. Alors à M. Azzedine Zidouni, je réponds qu'il ment. Petit 1, je n'ai pas été injurieux dans mes déclarations publiques à l'égard de M. Glotin. Ce que je dis est vrai. D'ailleurs, M. Zidouni, comment expliquez-vous que M. Glotin n'ait pas souhaité porter plainte, malgré les moyens que l'université met à sa disposition, gratuitement, hein, parce qu'attention, hein, M. Hervé Glotin, quand je l'ai connu en tout cas, hein, il y avait juste en dessous de son bureau un moitié de bâtiment avec des juristes, des avocats, des gens qui sont disponibles quasiment instantanément, bénéficier de services d'avocats, de juristes, de conseils. Moi, j'ai personne qui m'aide. Hein. Le moindre conseil, c'est soit je prends rendez-vous à la maison de justice et du droit et je ne sais pas quand j'aurai un rendez-vous et c'est 15 minutes gratuites et après c'est payant. Hein. Deuxièmement, monsieur Azzedine Zidouni, vous avez publié « Le pire, c'est que vous n'avez aucun argument si ce n'est une haine personnelle ». Eh bien, dans la mesure, cher Azzedine Zidouni, où je m'apprête présentement à donner un argument, j'imagine que vous présenterez vos excuses et vous me remercierez et vous partagerez cet argument afin de le faire connaître. Dans le cas contraire, cela indiquerait de la mauvaise foi et du raisonnement motivé de votre part. Vous mentez encore, monsieur Zidouni, puisque précisément écrire, tourner et monter des vidéos sans aucune insulte, c'est un exercice autrement plus calme et précis que celui de, je cite, la haine personnelle. Troisièmement, monsieur Azzedine Zidouni, vous avez publié un directeur de thèse, c'est quelqu'un qui va vous orienter et vous soutenir, pas celui qui va vous apprendre à tenir une cuillère. Ben ça tombe bien que vous écrivez ça. Pendant ma thèse, je devais me rendre à une conférence NIPS aux États-Unis. J'avais participé à l'organisation de NIPS 4B, NIPS 4B, un des concours de cette édition de NIPS. Pour ceux qui ne savent pas, NIPS, c'est un des plus grands colloques scientifiques autour de l'apprentissage machine. Je devais prendre le train, puis l'avion. Du sud de la France jusqu'à Paris, le train, et puis après l'avion pour aller aux États-Unis. Eh bien, M. Glotin a annulé mon billet d'avion sans me prévenir. Ce qui fait que je me suis retrouvé le bec dans l'eau à mon arrivée à Paris, après m'être tapé le trajet en train jusqu'à Paris. Monsieur Azzedine Zidouni, j'imagine que c'est ça que vous appelez quelqu'un qui va vous orienter et vous soutenir. Et c'est peut-être ça que Mme Cunégonde-Glotin appelle savoir bosser. Monsieur Azzedine Zidouni, Monsieur Glotin n'a pas besoin, il me semble, de vous pour parler à sa place. En outre, vous avez une manière surprenante de prendre parti pour Monsieur Glotin. En effet, vous avez contribué par votre commentaire bête et irréfléchi à rallonger et à référencer la présente vidéo. D'ailleurs, entre parenthèses, j'y pense là, Monsieur Azzedine Zidouni, votre argument, ça consiste à dire « moi, j'ai pas eu de problème, donc les autres n'ont pas eu de problème ». Vous me faites penser à, comment elle s'appelle cette actrice américaine, Nicole Kidman. Nicole Kidman, quand les affaires d'agression sexuelle de Epstein ont commencé à faire surface médiatiquement, Nicole Kidman a accouru à sa rescousse en disant « non, non, moi j'ai passé du temps avec lui, il s'est rien passé ». C'est ça votre argument, monsieur Azzedine Zidouni ? Avec vous, il ne s'est rien passé, donc je vous recommande, monsieur Azzedine Zidouni, de lire le rapport Sauvé sur les actes de pédocriminalité qui ont été commis entre 1960, je crois, et 2010, à savoir à peu près 250 000 d'agressions sexuelles par le personnel de l'Église catholique, rien qu'en France.
dans ce petit laps de temps et sur les mineurs, parce qu'en fait, il y a tellement eu d'agressions sexuelles sur les majeurs qu'ils ont arrêté de compter. Ils se sont dit, bon, on va compter que les mineurs. Mais, vu qu'on apprend dans ce rapport Sauvé que si les... Enfin, une particularité de la pédocriminalité dans l'Église catholique, c'est qu'on viole plus les petits garçons que les petites filles, en rapport avec l'interdiction du mariage. Parce qu'en fait, en lisant le rapport Sauvé, un des trucs à comprendre, c'est que quitte à violer un gamin, il vaut mieux violer un petit garçon, vu que vous auriez moins de problèmes, parce que une petite fille, ça peut tomber enceinte. Et ça, déjà, c'est plus visible, c'est plus dans le problème, c'est plus condamné. Voilà. Et le lien donc avec votre commentaire, Monsieur Azedine Zidouni, c'est quoi alors? C'est que les petites filles, elles constatent qu'elles sont moins violées, ou une petite fille qui n'a pas été violée, ça serait un argument pour dire que non, non, c'est faux, le viol des petits garçons, non, non, ils sont motivés par la haine, certainement. Donc clarifiez, Monsieur Azedine Zidouni, votre position sur la pédocriminalité, s'il vous plaît. Est-ce que si un prêtre viole la moitié des enfants qui sont sous sa responsabilité, est-ce que vous considérez que si la moitié qui n'a pas été violée, on peut se servir de leur avis pour dire que non, non, c'est pas un pédocriminel, cette personne, c'est les autres qui sont motivés par la haine personnelle? Précisez, s'il vous plaît, Monsieur Azedine Zidouni. Puisque vous avez commencé à nous faire des leçons sur la qualité des raisonnements. Alors je précise, mesdames et messieurs, il m'a fallu du temps pour écrire la présente vidéo. C'est du temps pris sur mon temps libre, déjà que je roule pas sur l'or, comme la plupart d'entre vous. Hein. J'ai peu d'intérêt à écrire la vidéo. Rappeler ces vérités ne m'apporte quasiment rien, sinon des emmerdes. Il y aura certainement des génies qui viendront vous dire que je fais cette vidéo par intérêt personnel. Alors, ils n'ont même pas remarqué qu'il n'y a pas de pub sur la publicité sur cette vidéo. Je l'ai décidé, hein, bien en amont. Donc je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent dans leur tête. Donc il y en a qui s'imaginent que je vais gagner des trucs, j'y gagne. Ce que je vais gagner, c'est surtout des emmerdes. Et en plus, il m'est douloureux de remuer la merde. Hein. Parce que là, vous voyez une vidéo, mais bien avant, des mois, des années avant, il a fallu que je l'écrive. Déjà, c'est douloureux hein, de remuer la merde comme ça. Ensuite, il a fallu que je tourne. Et ensuite, il a fallu que je monte. Donc, remuer la merde plusieurs fois. En lien avec le fait que je remue la merde, je peux facilement perdre le fil. Et écrire peut aider à garder le fil. De plus, je n'ai pas de moyens financiers. Je n'ai d'aide de personne. Le professeur Glotin, lui, encore une fois, bénéficie de la force de frappe de toute université. Il bénéficie même de l'aura d'institutions comme le CNRS, le Collège de France, l'Institut universitaire de France. Je vous invite à aller constater par vous-même le nombre d'éléments que M. Glotin cite à chacune de ses interventions, filmées ou pas, enregistrées ou pas, en amphi par exemple, ou de conférences données à droite et à gauche. Parce que finalement, ce sont des institutions, des pins, qui viennent comme des arguments d'autorité, appuyer, valider ses propos ou sa crédibilité. Et moi, du coup, par symétrie, je vais me prendre le boomerang inverse, la force opposée. Et je rappelle qu'en France, vous avez tout à fait le droit de porter plainte pour mensonge diffamant, même si en réalité, des années plus tard, une cour de justice tranchera en disant que non, il y avait nul mensonge. Et même avant de porter plainte, vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer une mise en demeure, même si c'est vous qui avez tort. Hein. Une mise en demeure, c'est une menace. Vous avez le droit de faire des menaces légales alors que vous avez tort. Et que la personne n'a rien inventé et c'est pas un mensonge. Et alors j'insiste bien que, mesdames et messieurs, ce que je m'apprête à vous donner, c'est un seul exemple. Hein. Mais il y a d'autres exemples. Et ce n'est pas forcément l'exemple le plus grave de ce que j'ai pu observer pendant ma thèse ou le stage qui l'a précédé. Et en plus, l'exemple que je m'apprête à vous donner, vous remarquerez qu'il ne me concernait pas moi directement. Bah, il me concernait quand même, mais pas directement. J'ai fait ma thèse de 2012 à 2015. Quand j'ai commencé à travailler au L6, le professeur Glotin dirigeait d'autres doctorants. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du docteur Régis Abeille. En 2012, Régis Abeille avait mis au point un outil. Il avait mis en accès gratuit sur Internet un outil de cétologie automatisée. Si ma mémoire est bonne, il avait mis ça sur un site Internet de l'université ou du laboratoire. Avec cet outil, par exemple, un agent du parc national de Port-Cros pouvait télécharger un enregistrement acoustique sous-marin, télécharger au sens uploadé,
l'envoyer depuis les locaux du Parc national de Porquerolles vers le serveur de l'université en question. Et l'outil de Régis Abeille réalisait automatiquement plusieurs tâches. Premièrement, l'outil détectait les clics de cachalot. Alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ce n'est pas tellement le sujet de la vidéo. La vidéo est déjà trop longue. Les cachalots émettent plusieurs sons, dont des sons qu'on appelle vulgairement des clics, parce que ça ressemble à des clics, des claques. Bon, en vrai, ça ressemble plutôt à... Deuxièmement, de chaque clic détecté automatiquement, cet outil extrayait ce qu'on appelle en cétologie l'intervalle interpulse, IPI dans la littérature scientifique. Pour vous la faire courte, dans certains clics, un seul, on peut trouver un IPI. Et il se trouve que dans le passé, des biologistes ont établi un lien à peu près proportionnel entre la taille du cachalot et la valeur de l'IPI. Troisièmement, l'outil de Régis Abeille se servait des différents IPI calculés pour estimer la taille du ou des animaux présents dans un enregistrement acoustique. Quatrièmement, quand un cachalot est suffisamment grand, on peut commencer à le suspecter d'être un mâle. L'outil de Régis Abeille était donc un outil de suivi capable de mesurer les cachalots sans les voir, sans les déranger, mais en plus de glaner des informations sur les sexes des individus enregistrés. Cinquièmement, l'outil de Régis Abeille était capable de gérer aussi plusieurs cachalots en même temps. C'est-à-dire que si 2 cachalots étaient présents, l'outil de Régis Abeille, s'il arrivait à capter suffisamment de clics, vous le disait. Et l'outil vous disait aussi la taille des individus. Et vous comprenez bien que cet outil permettait de différencier une situation où vous avez un enregistrement acoustique dans lequel on entend 2 cachalots de taille similaire, d'une autre situation où en fait on a 2 cachalots de taille assez différente, par exemple un juvénile et un autre adulte. Alors j'ai donné l'exemple du Parc national de Porquerolles, mais bien évidemment, une des forces de cet outil, c'est que précisément, ça concernait tous les gestionnaires de biodiversité partout sur la planète. Tous les parcs nationaux de France, tous les parcs régionaux de France, le voilier Sea Explorer de l'association du Cap d'Agde Terre Marine, le projet Tara Océan, l'association XPMed, la LPO, le WWF, l'ASPAS, SPAS, le Conservatoire du Littoral, le CNRS bien sûr, le Muséum national d'histoire naturelle, etc., etc. Faites un lien ici entre cette liste non exhaustive et l'actualité médiatique en 2022-2023 de ce qu'on appelle la science participative. Et on peut rajouter à cette liste non exhaustive tous les cétologues, les associations naturalistes à l'autre bout du monde, en Australie, sur les continents américains, partout sur la planète, etc., etc. Surtout que la puissance de l'outil de Régis Abeille et sa pertinence, c'est qu'il n'y avait quasiment rien à installer. C'était pas un logiciel à télécharger, installer, bidouiller comme PalmGuard par exemple. Il vous suffisait d'avoir un navigateur internet, un truc qui est généralement, même sur les systèmes Linux, déjà présent à l'installation. L'outil de Régis Abeille était prêt immédiatement à l'utilisation. Même les profanes en informatique pouvaient l'utiliser. J'irais même dire surtout les profanes en informatique, parce que déjà PalmGuard par exemple, c'est pas pour les profanes, je regrette. Il faut y passer du temps pour arriver un peu à comprendre ce qu'on fait, sans garantie de résultat d'ailleurs. Je vous laisse aussi percevoir l'avantage de cet outil pour le rayonnement culturel français. Cet outil était également un outil de puissance pour la France. Si ma mémoire est bonne, l'outil de M. Abeille récupérait le fichier sonore sur les serveurs de l'université ou du laboratoire. En termes de puissance, rendez-vous compte. Chaque personne qui voulait utiliser cet outil devait partager son fichier acoustique avec l'université de Toulon. Il y a derrière cet outil un emballement et un effet d'amplification positive. Plus vous avez de données, plus vous produisez des outils robustes et fiables. Vous réinjectez ces données dans votre modèle. D'ailleurs, une des motivations de la présente vidéo, c'est de vous dire que M. Régis Abeille va peut-être remettre cet outil en ligne, mais sur ses propres canaux, avec ses propres moyens. Et il aura peut-être besoin de votre aide parce que peut-être que certaines personnes lui remettront des bâtons dans les roues. Si pour vous l'écologie, la zoologie, la protection des cétacés notamment, enfin de la faune, c'est important, si vous pensez qu'il y en a marre d'empêcher les gens pour des histoires de propriété intellectuelle assez secondaires de se passer et de ne pas œuvrer, de ne pas faire ce qu'on pourrait faire,
je vous invite à soutenir M. Régis Abeille. Le cas échéant, si M. Régis Abeille arrive à mettre sur Internet cet outil, à remettre cet outil, je vous mettrai le lien vers cet outil dans la description sous la vidéo. Je vous invite à aller vérifier la présence de ce lien dans la description sous la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus. J'invite les développeurs du logiciel libre PAMGuard à se rapprocher de M. Abeille également. J'invite la LPO à se rapprocher de M. Abeille. J'invite le MNHN à se rapprocher de M. Abeille. J'invite le Parc national de Porquerolles à se rapprocher de M. Abeille. J'invite le Conservatoire du littoral à se rapprocher de M. Abeille. J'invite toutes les associations de conservation de la biodiversité à se rapprocher de M. Abeille. J'invite tous les citoyens français et francophones à envoyer un message de soutien au docteur Régis Abeille. Ça ne vous coûte pas grand-chose et ça peut faire la différence. Parce que je vous avoue que travailler seul dans son coin, déjà quand on est dans les locaux de l'université, c'est pas marrant. Mais en plus, vous allez voir ce que je vais vous révéler après, quand on est obligé de faire ça chez soi, des années derrière, c'est vraiment dur. La France est une des plus grandes puissances maritimes. La France a justement besoin de ce genre d'outils pour assumer ses responsabilités. Ses responsabilités sur le suivi des espèces marines, ses responsabilités sur la protection de la biodiversité. Je pense aussi aux marins militaires. Les marins militaires doivent faire régner un certain ordre sur des océans gigantesques. Ce genre d'outil automatique est crucial et bienvenu. Je pense aussi aux marins militaires en rapport avec l'application de défense de cet outil du docteur Régis Abeille. Vous avez compris que cet outil permettrait aussi à un navire de guerre submergé ou un navire de surface de vérifier la plausibilité qu'un certain type de clic qu'il entend, qu'il détecte, soit un clic de cachalot et non pas le clic d'une chaîne, d'un meuble, d'un navire de guerre ennemi ou allié. Eh bien, M. Glotin a ordonné à M. Abeille de retirer cet outil. Et j'étais là quand ça a eu lieu. Pourtant, je peux témoigner que même la docteure Pascale Giraudet a pris la défense de M. Abeille. Je vous parle de la docteure Pascale Giraudet, puisque c'était une de mes co-encadrantes également. C'était une des co-encadrantes pendant la thèse du docteur Régis Abeille. Et c'est une personne pour qui j'avais beaucoup d'estime, puisque je l'avais eue comme enseignante, notamment par rapport à ses capacités d'organisation de la pensée, de la fabrication des raisonnements et son sens de la pédagogie. Et pendant ma thèse, elle m'a aidé à rédiger des algorithmes, elle m'a été précieuse pour comprendre et faire comprendre d'ailleurs à mes supérieurs hiérarchiques, quand c'est pas moi qui me trompais, mais que c'était eux. Monsieur Glotin, je vous disais, a fait retirer cet outil à Monsieur Abeille. Le professeur Hervé Glotin a fait retirer cet outil à Monsieur Abeille. Alors, c'est pas tellement ça qu'il faut comprendre. C'est que, on en est où là maintenant là? Eh bien maintenant, nous sommes en 2023. Et l'outil avait été mis en ligne par le docteur Régis Abeille en 2012. Nous sommes en 2023. 11 ans, 11 années plus tard. Je suis inquiet du fait que nous soyons en 2023, 11 ans plus tard, vu que personne sur la planète, à ma connaissance, et surtout pas le professeur Hervé Glotin, n'a proposé cet outil d'équivalent. Quelque chose qui s'en rapproche. En plus, je vous rappelle que c'était gratuit, en libre accès, il n'y avait quasiment rien à installer, si ce n'est un navigateur Internet. Je m'inquiète vis-à-vis des urgences d'ordre environnemental, des extinctions de biodiversité, notamment sur des gros animaux, des grosses composantes de la faune, que sont les cétacés. Et puis il faut imaginer que cet outil, probablement peut être appliqué à d'autres espèces de cétacés qui cliquent. Et donc là, on a perdu 11 ans. 11 ans dans le vent. Alors moi, je fais cette vidéo, non pas motivé par le souhait que vous déduisiez que ça c'est bien, ça c'est mal. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre que telle personne est méchante, telle personne est gentille, telle personne est mauvaise, telle personne est bonne. Je fais cette vidéo, je le rappelle, la question c'était de parler aux étudiants qui se destinent à mobiliser leurs ressources, leur cursus à l'écologie, à la protection de la biodiversité. C'est ça le contexte de départ, je le rappelle. Et il me semble que si vous aimez l'écologie et envisagez de travailler avec le professeur Glotin,
Cet exemple que je viens de donner est fort et très pertinent. Pour ceux qui seraient tentés de me parler du logiciel PAMGuard, non, PAMGuard, même en 2023, n'arrive pas à la cheville de cet outil dont je vous parle, du docteur Régis Abeille. Et je suis catégorique. Étudiant en écologie, qui choisissez votre cursus, qui vous posez des questions sur ce que vous devez faire, quel est le bon chemin pour protéger, par exemple, les cachalots, pour œuvrer dans le bon sens à la préservation des écosystèmes. Voilà, ce que je vous dis, c'est si encore le professeur Glotin, après par la suite, avait proposé un outil proche ou équivalent, on aurait pu comprendre. Et peut-être que le professeur Glotin avait des remarques, des améliorations à porter. Mais c'est pas ça qui s'est passé. La voie a été oblitérée. Et puis, c'était pas il y a 2 ans, hein, cet outil. C'était pas il y a 2 ans. Hein. C'était pas non plus à 5 ans. Hein. Et c'était pas non plus il y a 10 ans. C'était il y a plus de 11 ans. Et il y a plus de 11 ans, au moment où je tourne la vidéo. C'est-à-dire que vous, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le résultat du montage, mais je vais dire, il n'y a rien de prévu. Il n'y a même pas de piste d'amélioration derrière. Il n'y a pas de projet, visiblement. Et je vous laisse imaginer tous les animaux qui auraient pu être étudiés, toute la connaissance scientifique qui aurait pu être récoltée pendant cet intervalle de temps. Voilà. Sachez que visiblement, tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations d'ordre écologique. Et surtout, là, le professeur Glotin, ce qu'il y a, c'est que vous trouverez sur YouTube des vidéos dans lesquelles le professeur Glotin semble pourtant avoir des préoccupations d'ordre écologique. Et il me semble que c'est un peu compliqué de concilier les deux, ces prétentions à des préoccupations d'ordre environnemental et écologique que prétend avoir le professeur Glotin. Et alors, 11 ans d'oblitération de où est-ce qu'il est, cet outil là. Et alors, et surtout la motivation, si je peux vous permettre à d'autres étudiants comme le docteur Régis Abeille, hein, imaginez-vous, vous faites une thèse, déjà il faut y arriver à la thèse, il faut trouver un financement, et donc ce genre d'outils géniaux, balayés d'un revers de la main, sur un critère essentiellement hiérarchique. Hein. Je vous rappelle que le docteur Pascal Giraudet a défendu l'utilité de cet outil devant le professeur Hervé Glotin pour qu'il soit laissé. Et je suis inquiet aussi de la perte de monsieur Régis Abeille. Et c'est une des motivations de la présente vidéo. Avez-vous entendu parler du docteur Régis Abeille? Si le sujet de la conservation, de la cétologie et la protection, l'automatisation des outils pour faire de la protection des écosystèmes, notamment marins, si c'est un sujet qui vous intéresse, mais a priori, c'est dommage que vous ne le connaissiez pas. Et je m'interroge sur la responsabilité du professeur Hervé Glotin dans le fait que vous ne le connaissiez pas, vu l'acte qui a été commis. Et j'irais même jusqu'à dire que concernant les cachalots, peut-être même que vous devriez plus connaître le docteur Régis Abeille et ses travaux que ceux du professeur Hervé Glotin. Et faire une distinction entre les travaux du professeur Hervé Glotin et de ceux des membres de son équipe, parce que c'est pas la même chose. Hein. Il me semble que si vous voulez vous aiguiller en tant qu'étudiant ou investisseur, si vous êtes un investisseur qui voulait mettre des moyens à disposition des chercheurs, il me semble que c'est bien la présente vidéo pour vous signaler ce qu'avait fait le docteur Régis Abeille, qui était particulièrement utile et pertinent. Je suis inquiet de la perte également du docteur Régis Abeille, vu que le docteur Régis Abeille, en partie par écœurement, je pense, a mis fin à sa carrière de chercheur en cétologie, en se dirigeant dans un secteur très différent. Je ne vous en dirai pas plus par respect pour sa vie privée. Et par extension, je me demande et je vous demande combien il y a de Régis Abeille, combien il y a eu de Régis Abeille pendant les 10, 20, 30, 50 dernières années, vous qui avez des préoccupations d'ordre environnemental et qui peut-être même souhaitez vous orienter, faire de la recherche, faire une thèse là-dessus, ou vous mobiliser au milieu par d'autres moyens, le milieu associatif, l'investissement, le soutien. Combien d'autres cas de figure similaires au Régis Abeille? Combien y a-t-il eu d'autres cas similaires au Régis Abeille? Des gens qui ont mis au point des choses très très utiles et qui ont été bloqués. Parmi les motifs de la vidéo, il y a également une invitation à réfléchir à l'éventualité que ça ne soit pas propre du tout au professeur Hervé Glotin, que ce ne soit pas forcément propre au laboratoire en question,
et à l'université de Toulon. C'est un contexte lié également au silence des responsables des universités. Et un silence long, hein, parce que personne parmi ces responsables n'a jamais cherché, ne veut savoir, personne ne m'a contacté, hein, non plus. Malgré ma vidéo du passé, hein, qui a plus d'un an et demi. Hein. Si le docteur Régis Abeille a été capable de rédiger un tel code, mais en plus, hein, de s'occuper de le balancer sur le web gratuitement, eh bien je me demande combien d'autres outils il aurait pu créer en 11 ans. Parce que le docteur Régis Abeille, il avait fait ça en 2012. On est en 2023. Je vous laisse mesurer la taille de l'iceberg des choses qu'on aurait pu avoir entre-temps et que nous n'avons pas. À combien s'élève le gâchis? Surtout qu'en plus, le docteur Régis Abeille avait poussé l'intelligence jusqu'à écrire les codes, non pas en langage MATLAB privé, payant, ultra cher, mais il l'avait écrit en Octave, langage gratuit et libre. Gratuit, ça ne veut pas dire libre. Hein. Libre, c'est encore mieux que gratuit. Ça veut dire que vous pouvez le réutiliser. C'est un choix crucial pour la recherche, et encore plus dans la recherche en écologie, il n'y a déjà pas beaucoup d'argent. Donc si en plus il y a des fifous qui s'amusent à écrire des algorithmes dans des langages payants, ben, c'est pas très intelligent. Et le docteur Régis Abeille, lui, avait en plus poussé l'insolence de l'intelligence à rédiger tout ça en Octave pour en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes. Alors pourquoi pas en Python? Ben, à l'époque, le Python de l'époque, c'était Octave, justement. Je vous disais, c'est un choix crucial, cette distinction entre les langages payants et ceux qui sont libres. Et c'est important que les étudiants en écologie comprennent pourquoi c'est crucial au travers d'exemples concrets. Si vous fabriquez un outil en MATLAB, il ne pourra pas être utilisé par les parcs nationaux, il ne pourra pas être utilisé par les petites associations locales de préservation de la nature, ou au moins d'observation de la nature, il ne pourra pas être utilisé dans bien des pays, genre Madagascar par exemple. Et pourtant, c'est précisément des pays, Madagascar, ou des pays tropicaux pauvres, globalement, qu'il y a le plus besoin, parce que ben, c'est là qu'il y a les plus grosses populations, ou que c'est des endroits particulièrement sensibles au regard du cycle de vie de ces espèces animales dont on parle. Pour utiliser un outil en MATLAB, il faut acheter MATLAB. Le poids des prix des licences MATLAB est important, même considérable hein, pour une association, même un laboratoire, même une petite entreprise. Hein. C'est facilement 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et dans certains cas, c'est environ 2000 euros par an. C'est pas gérable. Hein. Moi, j'ai travaillé au sein de Biotop, qui à l'époque était le plus gros bureau d'études, la plus grosse entreprise privée autour de ce genre de questions environnementales. Mais même eux, au niveau fiscal, comptabilité, ça les arrange pas de travailler sur MATLAB, hein, à titre de comparaison. Parce qu'il y en a qui vont me dire non, n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas grave le prix. Moi, j'ai une expérience réelle, hein, notamment dans l'université, mais également dans le privé. Et je vous dis, si, ça a une importance cruciale. Ces associations, même les laboratoires d'entreprise, hein, même les entreprises privées, même les PME, hein, qui sont déjà plus des petites entreprises, hein, ce sont des groupes de personnes qui ont du mal à rentrer dans leurs frais. Donc si vous voulez faire une thèse, faites attention, exigez de travailler en Python, voire en Octave, mais c'est un peu vieux maintenant, ou en R peut-être, afin d'abaisser la barrière d'accès à la technologie que vous allez développer. Parce que bon, j'imagine que si vous développez une technologie en lien avec l'observation et du coup la protection des espèces, c'est pour qu'elle soit utilisée derrière. Étant donné ceci, autant faire attention à ce que la barrière d'accès à votre technologie soit la plus basse possible. Vous savez, dans l'absolu, vous pouvez décéder le lendemain de votre soutenance de thèse. Statistiquement, ça paraît peu probable, mais les statistiques ne s'appliquent pas à l'échelle individuelle. Moi, j'ai eu, pendant que je faisais ma thèse, un compagnon, Brice, pour ceux qui le connaissent, de l'Université de La Réunion. Brice était un doctorant qui est décédé avant même d'avoir pu soutenir sa thèse. Et il faut être conscient de quel va-t-il advenir de vos travaux de thèse. Celui qui va tenter de comprendre votre code, il va en baver. Et en plus, c'est pas sûr qu'il existe, celui qu'on va mettre derrière vous pour essayer de comprendre votre code. Mais si en plus vous avez écrit dans un langage avec un billet d'accès à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs milliers d'euros par an, vous prenez le risque que toute votre technologie soit irrémédiablement perdue. Et justement, je regrette personnellement, sous la direction du professeur Hervé Glotin, d'avoir travaillé en MATLAB. Je ne comprends pas pourquoi un tel choix.
C'est un choix que je trouve catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi personne dans mon équipe d'encadrement, à commencer par le professeur Hervé Glotin, n'ait mis le haut là dès le départ. Mais il n'y avait pas que le professeur Hervé Glotin qui aurait pu dire quelque chose. Mais bon, c'est le problème de l'organisation des thèses. En fait, peu importe ce que disent les co-encadrants de thèse, il n'y a que la parole du directeur de thèse qui importe. Même un co-directeur de thèse, si s'il n'appartient pas à l'école doctorale dans laquelle vous êtes inscrit en tant que doctorant, sa parole, il peut la couper en fines tranches, l'envelopper dans du papier de soie et la ranger sur une étagère. Surtout que la phase de recherche de financement de thèse, moi ça a duré plusieurs mois, et je ne suis pas le seul dans ce cas. Et dans cette phase de recherche de financement, donc qui vous concerne, je vous rappelle que je parle notamment à destination des étudiants, dans la phase de recherche de financement d'une thèse ou d'un projet de recherche ou d'un projet similaire, c'est un inconvénient de déposer un projet dans un langage payant propriétaire. Surtout que pendant ma thèse, j'ai eu une expérience au sein de Feu, le service recherche et développement de l'entreprise privée Biotope. Sur la base de cette expérience, je peux dire que même dans le privé, on se passerait bien de ce genre de piège, de ces langages payants privés. Bon, c'est un peu redondant à ce que j'ai déjà dit, désolé. Surtout qu'en plus, que ce soit des logiciels payants privés, vous n'avez pas accès aux détails des fonctions. Elles sont brevetées, les fonctions. Par exemple, une fonction pour prendre votre signal audio et en faire un spectrogramme temps-fréquence, vous allez utiliser une fonction qui est une transformée de Fourier, grosso modo. Mais oui, mais vous n'y avez pas accès. Elle est la propriété de MATLAB. Et ça peut poser de gros problèmes derrière pour utiliser cette technologie. Et du coup, ça peut vous arriver de devoir tout reprendre depuis le début. Vous avez fait votre truc en MATLAB, ça marche, oui, mais en fait, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, donc il faut tout refaire, tout réécrire en R, en C++, en Python. Et ça représente du temps perdu, de l'argent perdu, et un énorme frein à la recherche et au développement et à l'application de ce que vous avez trouvé pour avancer sur la question de la préservation et ou l'observation des espèces, de la biodiversité. J'ai parlé de gâchis plus haut, je pense aussi au gâchis pour le laboratoire et l'université, en termes de rayonnement culturel de l'université. J'utilisais moi-même pendant ma thèse des scripts mis à disposition gratuitement par d'autres universités, notamment américaines. Je pense notamment à des fonctions pour calculer le kepstre et non pas le spectre, pour ceux qui connaissent. Dans le domaine du traitement du signal, appliqué à la biologie, ce genre d'outil disponible maintenant tout de suite, c'est très précieux. Et ce qu'avait fait le docteur Régis Abeille, ça rentre tout à fait dans cette case. Je pense aussi à l'impact de cet outil sur le CV et la carrière des étudiants. Imaginez l'impact de ce genre d'outil sur votre carrière à venir. C'est le genre d'outil, ce qu'avait fait le docteur Régis Abeille, qui se répand tellement vite que vous n'avez même pas besoin d'écrire votre CV à la limite. Les laboratoires partout dans le monde savent déjà qui vous êtes et qu'ils vous veulent en lien avec ce genre de création. Il faut savoir que le monde de la recherche par spécialité, déjà c'est des petits mondes. Même si c'est à l'autre bout du monde, étant donné que dans chaque thématique, en fait, au final, il y a 5 chercheurs et qui se croisent en général dans à peu près les mêmes colloques ou dans les mêmes actes, dans les mêmes revues. En plus, vous êtes celui des 5 qui a pondu ce genre d'outils. Je vous le dis, vous avez limite pas besoin d'écrire votre CV pour trouver un postdoc ou pour aller dans une université du pays de votre choix. Pendant mes travaux, et moi, donc docteur Olivier Dufour, pendant mes travaux avec le professeur Glotin, j'ai observé parfois, voire souvent, voire systématiquement, une manière que je trouve très péremptoire et autocongratulante de s'adresser à ses partenaires, aux étudiants, aux médias, etc. Encore une fois, vous allez voir les vidéos sur YouTube du professeur Glotin qui s'explique, l'angle l'angle avec lequel les travaux du professeur Glotin sont présentés. S'il vous plaît, ne provoquez pas, n'insultez pas, vous leur renderiez beaucoup trop service. En lien avec ce que je viens de vous révéler, il me semble qu'il y a un fort contraste. Je trouve que le professeur Glotin déclare bien des choses. Je trouve que le professeur Glotin a une inclinaison à déclarer posséder telle capacité ou telle autre dans son équipe. Sur la base de mon expérience personnelle pendant ma thèse, sur plusieurs points que je n'aborde pas ici, sur la base de l'argument que je viens de vous donner, je vous invite à vous méfier d'éventuels discours très beaux, très positifs, très péremptoires, très catégoriques, très écologiques, friendly. Alors bien sûr, ça ne s'applique pas que au professeur Glotin.
Et il ne s'applique pas que à l'université, pas que au secteur public, au secteur privé également. Cela s'applique à tous les personnels universitaires que vous pourriez croiser. On rencontre des discours séduisants et faux dans le privé aussi. Étudiants, attention, quand le professeur Glotin déclare posséder telle capacité dans son équipe, je vous invite à vérifier ça doublement avant de signer un contrat, notamment un contrat doctoral, un contrat de thèse ou une convention tripartite pour encadrer votre stage ou votre thèse. Et je vous invite à vérifier avec précision qui a écrit quoi en réalité dans les travaux passés. Monsieur Plancard, Madame Giraudet, Monsieur Glotin, Monsieur Abeille, ce sont des personnes différentes. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Attention au fait que des chercheurs, des personnels puissent être rassemblés sous une même bannière, par exemple le nom d'un laboratoire. Oui, en fait, ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas en déduire que toutes ces personnes possèdent toutes les capacités décrites dans les travaux de recherche, dans les articles scientifiques. D'ailleurs, je m'adresse aux biologistes, aux postdoctorants, aux cétologues, aux traiteurs de biosignaux francophones partout sur la planète. Si vous trouvez que la recherche en bioacoustique n'avance pas tellement, si vous vous demandez pourquoi les thésards font tous les ans inlassablement plusieurs fois le même travail à des endroits différents sur la planète, sur des espèces pourtant proches, eh bien vous avez ici, je le crains, un élément de réponse non exhaustif en plus. Si vous n'y connaissez rien en écologie, en zoologie, en recherche, si vous n'avez pas tout compris à ce que je viens de dire, je me permets de vous rappeler que c'est avec l'argent de vos impôts que la thèse du docteur Régis Abeille a été financée, ainsi que la mienne, et ainsi que la quasi-totalité, pour pas dire la totalité des thèses et des travaux de recherche. Vous avez payé, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes français, vous avez payé environ 100 000 euros collectivement, environ, pour le docteur Régis Abeille puisse faire sa thèse, ou pour que le docteur Dufour puisse faire sa thèse. C'est juste le salaire, hein. On ne parle pas de ce que vous avez payé pour le matos des labos. Hein. Une thèse dont un des outils les plus importants a été balayé du revers de la main pour des motifs obscurs. En tout cas, moi, ils me sont obscurs. Et je fais cette vidéo pour que, précisément, s'il y a des bons motifs, on puisse en avoir connaissance. Il me semble que ça concerne tout le monde dans une démocratie. Surtout quand c'est financé avec notre argent. Hein. Vu que personne sur la planète entière, n'a proposé d'équivalent en 11 années, j'ai l'impression que c'était 100 000 euros de gâchés pour de mauvais motifs. Mais suspendons notre incrédulité. Peut-être qu'il y a de très bons motifs, simplement nous n'en avons pas connaissance. C'est pour ça que je vous disais, ne partez pas sur des jugements de valeur, concentrez-vous sur les événements, la chronologie. Ne vous concentrez pas sur vous faire une image des gens, moi je vous dis plutôt des actions, soutenez le docteur Régis Abeille. Si certains veulent me rétorquer, oui, mais c'est parce que les codes du docteur Régis Abeille n'étaient pas assez bons, pas assez corrects, je rappelle que c'est un raisonnement fallacieux et tautologique. N'importe quel outil développé s'améliore avec le temps et le retour d'expérience et les nouveaux jeux de données. Pour pouvoir améliorer un outil, il faut pouvoir le tester et réinjecter les retours de ce qui va arriver. Si vous appréciez la nature et ou le traitement du signal, je vous invite à partager cette vidéo. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? C'est très important pour moi. Surtout que vous avez vu les commentaires que je vous ai donnés pour la vidéo de 3 minutes dans laquelle j'avais juste donné mon avis. Hein. Vous avez eu un aperçu. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes maintenant qui vont essayer de me dissuader ou de me faire taire. D'ailleurs, dans l'éventualité où devait m'arriver quelque chose, je trouve ça un peu exagéré de devoir dire ça, mais force est de constater que pendant mon passage à l'université, il y a quand même un certain degré de lâcheté à bien des niveaux. S'il vous plaît, sauvegardez la vidéo là, sur votre disque dur. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, s'il vous plaît, vous la posterez, de manière à ce que cette vidéo ne disparaisse pas avec moi. Si vous trouvez que c'est exagéré ce que je dis, attendez, je vous raconterai des dossiers, si vous voulez, sur certaines universités. Demandez à Stéphane Mounier de vous raconter quelques dossiers de l'université. Parce que quand on ne sait pas, effectivement, on peut penser que j'exagère. Mais quand on connaît le milieu, il y a de moins en moins de choses qui nous surprennent. Si le docteur Régis Abeille est d'accord, je vous mettrai des méthodes, des indications pour le contacter s'il le souhaite dans la description sous la vidéo. Si les sujets scientifiques d'ordre général vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube.
Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers une vidéo d'un sujet proche.